Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. On est de retour, comme je vous le disais hier, pour reprendre la passionnante conversation un peu macroéconomico-socialo-politique qu'on avait. Socialo dans le sens social, hein, pas dans le sens Parti Socialiste, tout ça. Parce qu'il se passe des choses aussi au Parti Socialiste, mais bon, voilà, c'est pas notre champ d'expertise. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, reprendre cette discussion. Et on va d'ailleurs la redémarrer là où on l'avait démarré hier. Ça vous avait peut-être surpris et ça me permettra d'ailleurs d'expliquer un tout petit peu plus, mais c'est vrai qu'on avait démarré hier avec ce fameux décret, alors fameux, pas si fameux que ça, je l'admets, mais pour moi il était fameux, et d'ailleurs vous allez comprendre, si vous n'avez pas suivi la suite aujourd'hui, que pour Elisabeth Borne et pour les syndicats il était fameux aussi, décret du 23 décembre sur l'assurance chômage. Donc hier on se posait des questions, mais on y reviendra, on se demandait mais pourquoi ils ont fait un truc pareil. Visiblement Elisabeth Borne non plus n'a pas compris, donc... Exit le décret, donc on va reparler de tout ça, on va reparler des retraites, on va parler de la situation macroéconomique de l'économie française, de l'industrie. Tiens, très intéressante interview d'Alexandre Sobo dans l'Opinion. Il dit des choses, je trouve, très intéressantes sur l'état de l'industrie française et l'état de l'industrie européenne. Donc voilà, c'est parti, c'est un beau sommaire, c'est Bismart. Et donc on a, j'ai les deux interlocuteurs rêvés pour parler de tout ça. Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens, et Denis Ferrand, salut Denis, bonjour, directeur général de Rexecode. Bon, oui, donc l'histoire du décret du 23 décembre, encore une fois, je vais être un tout petit peu, pardon messieurs, mais un tout petit peu pédago, parce que c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte hier soir, on avait été un peu vite en besogne, c'est peut-être notre défaut d'ailleurs, de temps en temps, tellement on baigne dedans. Donc vous savez qu'il a été voté d'ailleurs une réforme de l'assurance chômage qui va essayer de lisser le niveau d'indemnisation et la durée d'indemnisation en fonction des indicateurs macroéconomiques. Indicateurs macroéconomiques d'ailleurs, on pourra en dire un mot, qui reste à définir. C'est compliqué, parce que le taux de chômage en lui-même peut être considéré en fait comme un indicateur attardé. Vous prenez la situation actuelle aujourd'hui, elle est excellente sur le front de l'emploi et pas du tout à fait sûr que ce soit le bon indicateur pour la solidité de l'économie française. Donc, lisser le niveau d'indemnisation et la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. La loi a été votée, les décrets sont donc écrits par le ministère du Travail, et qu'est-ce qu'on découvre le 23 décembre, alors que la durée d'indemnisation devait bouger de plus ou moins 25%, en fonction de ce qu'elle est aujourd'hui, on découvre qu'en fait, si le taux de chômage tombait à 6% de la population active, la durée d'indemnisation serait réduite de 40%. C'est, alors très très dur, et c'est, on en parlait hier, un petit peu absurde, parce qu'on est très très loin de 6% de la population active et d'un taux de chômage à 6% de la population active. Les syndicats, tout de suite, ont découvert ce décret, et donc Laurent Berger, je vous montrais le tweet hier, parle de déloyauté absolue. Et incompréhension totale. Et alors hier, donc je vais vous demander votre avis, hier Bertrand Martineau qui était avec nous, ancien, il a fait cabinet du ministère du Travail, il a été conseiller travail de Sarkozy et tout, il dit je ne comprends pas, je dis ça peut être un bug, il dit mais non c'est pas possible que ce soit un bug à ce niveau-là, c'est trop grave, trop important. Résultat des courses ce matin, Elisabeth Borne dit exit le décret inutilement provocateur. Comment est-ce que... Enfin, d'abord, vous étiez au courant qu'elle avait dit « exit le décret » parce que voilà, c'est sorti ce matin. Comment est-ce que tu analyses la séquence, Denis ? Oui, c'est vrai qu'elle est un peu irréelle, cette séquence. J'avoue, en plus, le timing... Ah, mais c'est surtout ça. Provocation vis-à-vis des syndicats, alors qu'on va en parler, on démarre la négo sur les retraites. Oui, mais tout a été mal emmanché dans cette histoire. C'est quand même assez surprenant la façon dont ils l'ont fait. Et d'ailleurs, il y a un point qui est très important que tu as évoqué, c'est quel est le bon indicateur que tu dois déployer aujourd'hui. Le taux de chômage à l'échelle nationale, 7%, 6%, oui, mais ça veut dire 3% dans certains territoires, ça veut dire 14% dans d'autres. Est-ce que la baisse d'une allocation à une échelle nationale va te permettre de faire de la réallocation d'un territoire à l'autre ? C'est quand même sacrément épineux. Est-ce qu'en fait, il ne vaudrait pas mieux privilégier les questions de taux d'emploi ?
qui me semble être en réalité, d'un point de vue de macroéconomiste, ce qui est beaucoup plus révélateur de la dynamique économique que tu as intrinsèquement dans une économie. Et en regardant le taux d'emploi... Taux d'emploi, attends, il faut être clair. Taux d'emploi, c'est quoi? Taux d'emploi rapporté à la population active? Voilà, rapporté à la population en âge de travailler. Combien de personnes as-tu en emploi relativement à la quantité de personnes que tu pourrais mobiliser compte tenu de critères d'âge? Donc, en gros, le taux d'emploi, tu le définis par le rapport entre les personnes âgées de 15 à 64 ans sur la population âgée de 15 à 64 ans. Et d'ailleurs, c'était un des indicateurs qui servait... Et ça revient pas exactement au même, ça, le taux d'emploi et le taux de chômage? Non, pas du tout, parce que, en fait, la différence entre le taux d'emploi et le taux de chômage, c'est le taux d'activité. Le taux d'activité, c'est l'ensemble de la population qui est active, qu'elle soit en emploi ou au chômage. Ce qui compte, en réalité, c'est le nombre de personnes que tu as en capacité de créer véritablement de la richesse, et donc le nombre de personnes qui sont en emploi. Tu es dans une démarche qui est beaucoup plus positive. Et ce qui, d'ailleurs, c'était le critère... J'ai pas compris, Denis. Alors, j'ai pas compris la différence. Prenons du temps parce que ça m'intéresse là. Oui. J'ai pas compris la différence entre le taux de chômage et le taux d'emploi. Le taux de chômage, c'est... Le taux de chômage, il est rapporté à la population active. Oui, rapporté à la population active. Le taux d'emploi, il est rapporté à la population en âge de travailler. D'accord. Qui est plus importante que la population active. Oui, tout à fait. En fait, le taux de chômage, c'est un partage de la population active entre des personnes qui sont en situation d'emploi et des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais ça ne te dit rien de la quantité de personnes que tu mobilises. De ceux qui sont sortis du marché de l'emploi. Exactement. Alors qu'ils devraient y participer. Alors qu'ils devraient y participer. Ça y est, j'ai compris. Et donc, quand tu te préoccupes du taux d'emploi, tu t'interroges sur les raisons pour lesquelles des personnes ne sont pas seulement au chômage, mais sont aussi en dehors du marché plus large, du marché du travail. Et c'est là que tu vas toucher justement des problématiques qui sont très intéressantes, parce que tu vas te rendre compte que là où tu as un défaut, on en avait déjà parlé à quelques reprises, là où tu as un défaut de taux d'emploi en France, c'est sur le taux d'emploi des personnes à très faible niveau de formation initiale. Et on sait qu'il faut un investissement en termes de formation professionnelle, de remise à niveau de compétences notamment en termes de savoir-être. Tu as un investissement qui est beaucoup plus important, qui va au-delà de la simple métrique qui consiste à dire « ouais, mais je baisse les allocations et vous allez voir, ça va créer une telle incitation que tout le monde va revenir dans l'emploi. » Non, quand tu t'interroges sur le taux d'emploi, tu t'interroges sur les raisons pour lesquelles les gens sont en dehors de l'emploi. Okay. Et là, ça va te renvoyer des problématiques qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus engageantes et qui déploient véritablement de la politique dans l'emploi. Erwan ? Deux choses. Sur le timing, moi je pense effectivement, comme Denis, que ça a été absolument catastrophique. Pourquoi ? Parce que quand tu sors ça le 23 au soir, tous les journaux, tous les sites médias te titrent baisse de 40% des indemnités. Les vacances de Noël, c'est l'occasion de voyager un petit peu en famille et de prendre un petit peu le pouls et de voir un peu comment les gens prennent l'ambiance et les actualités. Moi, entre le 25 et le 31, tous les jours, on m'a dit comment ça se fait que mes indemnités vont baisser de 40%. Non, c'est pas vrai, je te crois pas. Je te jure que si, Stéphane. Parce que les titres, c'était le chômage va baisser de 40%. Mais les gens ne se posent pas la question. Ça a été des tout petits titres. Non mais Stéphane, ça a été assez peu repris en fait. Du tout, tu regardes sur les réseaux sociaux, quand tu te balades sur les réseaux sociaux, en plus il suffit que tu sois enfermé dans une bulle justement où tu n'as que des actualités comme ça, et tu es abreuvé de ça, et tu as l'impression que c'est la seule actualité. Et moi je peux t'assurer que de tout milieu, de toute région confondue, ça alors, les indemnités vont baisser de 40%. T'expliques, etc. Donc déjà au niveau timing, c'était pas top. Ensuite sur le fond même du problème. Effectivement, la réforme, il y avait la réforme portée par Ferracci, il y avait des bonnes idées. Il y avait effectivement. Alors attends, Ferracci, Marc Ferracci, c'est ça ? Le député qui était l'ancien conseiller spécial de Pénicaud pendant 5 ans. Et aujourd'hui député Renaissance, aile gauche de Renaissance, on va dire. Qui est un économiste, en tout cas qui a des travaux académiques avant sa carrière politique, qui du coup sont assez solides là-dessus et qui sait de quoi il parle. Il y avait l'idée de dont le père a investi dans le football. Exactement. Il y avait l'idée de copier un petit peu le modèle canadien. Seulement quand tu regardes la réforme, quand elle arrive à terme, il manque effectivement un truc qui est primordial. Il y a l'aspect régional, mais il y a surtout l'aspect qualification. Quand tu as un taux de chômage de 2,9% pour les personnes qui sont Bac plus 5 et de 11 à 12% pour les personnes qui sont niveau moins BEP, et ben dans ces cas-là, comment est-ce que tu vas expliquer aux personnes qui sont déjà frappées d'inemployabilité que leur allocation va baisser parce que ceux qui justement ont un Bac plus 5 ont déjà retrouvé un emploi ? Ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut absolument que le gouvernement, s'il veut inverser la vapeur, il change. Parce que quand même, attends, je t'arrête un peu là-dessus parce que cette histoire... on en parlera demain, je vous donnerai la statistique exacte demain. Le regard sur les chômeurs s'est durci. Hein, il y a un certain nombre d'études là qui montrent que, et notamment du côté des... Il y a eu 2 sondages avant les vacances qui disent 70%. Non, c'est les enquêtes de Pôle emploi régulières. Ah oui. Et notamment du côté des ouvriers, du côté des sous-qualifiés, le regard s'est durci, et vraiment durci, en mode les mecs se bougent pas le cul. Voilà. Et s'ils sont toujours au chômage, globalement, c'est de leur faute. Ouais, mais là... Et quand tu vois aujourd'hui quand même
le volet de formation disponible, tiens, il faudra qu'on parle un jour de territoire zéro chômeur, des choses comme ça, et tout, de ce qui est mis en place, des dizaines de milliards qui sont déversés, tu te dis que peut-être quand même à un moment jouer sur la durée d'indemnisation, y compris pour les sous-qualifiés, y compris pour ceux qui sont loin de l'emploi, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui et non, deux choses. Déjà, la DARES nous dit qu'il n'y a que 7% des chômeurs qui le sont de manière volontaire, on va dire, dans ces études. 7%, c'est un seuil à peu près incompressible qu'on a depuis 15 ans. Donc on est loin, tu vois, du mythe du chômage volontaire. Et c'est un libéral qui dit ça. Deuxièmement, sur toutes les aides en formation, etc., est-ce que quand tu as été voir un CFA il n'y a pas longtemps, tu as été voir un centre de formation, tu as été voir justement quelque chose pour les demandeurs d'emploi, ça a été extrêmement simplifié par la réforme Pénicaud en 2018. Mais par contre, on ne te propose absolument rien en termes d'ingénierie qui correspond soit à tes compétences, soit à ta capacité à apprendre. Quand tu as 50 ans, je peux te dire, je l'ai vu de manière empirique, quand tu as 50 ans, que tu es une caissière qui perd son boulot parce qu'obsolescence des compétences, etc. Qu'on te dit, écoutez, vous allez repartir dans un parcours de 3 ans pour faire une licence professionnelle en comptabilité, l'équivalent en cours du soir, et basta, que tu dois te replonger dans des tableaux croisés dynamiques, dans des investissements manuels, etc., ça ne sert strictement à rien. Quand tu es caissière à 50 ans, tu as des compétences tacites que tu as développées dans le cadre de ton emploi, qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, tu te dois de les réemployer. Et ça, cette ingénierie-là, elle est faite par quelques boîtes qui malheureusement ne peuvent pas être partout et qui souvent ne sont pas mis en lien avec Pôle emploi. Donc ça, il y a un problème effectivement au niveau de la formation, c'est qu'on fait de la quantité et pas de la qualité. Et donc du coup, on se retrouve en fait avec des gens qui sont au chômage parce que du coup, ils n'ont pas la qualification, ils n'ont pas en fait l'effet de signal qui dit qu'ils ont les certaines compétences attendues en face. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. Et malheureusement, ces personnes-là végètent au chômage. Et qu'on casse la durée d'indemnisation de 8, 10 mois, 11 mois, 12 mois, 24 mois, peu importe, ça ne changera rien parce que ces personnes-là, au bout de 3 à 6 mois, ça a été renseigné par les études de Stéphane Carciot à l'OCDE, au bout de 3 à 6 mois, ces personnes-là, elles ont leurs compétences qui commencent à diminuer. Et donc, du coup, si jamais tu les réemploies pas dans les 6 mois, les compétences diminuent, les compétences s'érodent, elles perdent en savoir-être, en savoir-faire. Bon. Et donc, du coup... Non, j'entends, Erwan, sauf que le sujet, c'est que tu n'as pas besoin de comptable aujourd'hui. Le sujet, c'est que tu as besoin de serveurs dans les restos. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais alors, dans ces cas-là... c'est une compétence que tu peux quand même acquérir très, très vite. Oui, mais le problème, c'est qu'en termes de formateurs, tu as beaucoup plus de formateurs qui sont capables de faire des formations en comptabilité que des gens qui sont capables de faire des formations en CAP cuisine ou en restauration. Ça, c'est aussi un fait, parce que malheureusement, on a mis beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. On a fait, en termes de façade... Je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'un CAP aujourd'hui pour aller travailler dans un resto, pour aller en termes l'hôtellerie, restauration, etc. Un CAP, tu le passes en 3 mois. Et tu ne crois pas que le patron du resto, il te le donne tellement aujourd'hui, il a besoin de trouver du monde? Dans ces cas-là, le patron, il va te dire très bien, mais donnez-moi la capacité d'investir, de faire un plan de formation. Or, la réforme de 2018, elle a créé une double cotisation. Tu cotises, quand tu es une entreprise de moins de 50 salariés, tu cotises justement ta cotisation formation. Et de l'autre côté, si jamais tu veux faire un plan de formation personnalisé, on te dit que tu n'as pas le droit, donc du coup, ton OPCO te le bloque, donc du coup, tu te dois toi-même de le financer. Donc tu finances 2 fois la formation. OPCO, les offices... C'est les organismes prélèveurs... Alors avant, c'était les OPCA. Bref, c'est eux qui collectent le pognon de la formation et sont censés le redistribuer. C'est c'est les vannes sur la formation. Donc du coup, quand tu es un petit patron de ton petit restaurant, tu cotises 2 fois, tu te dis, bon, dans ces cas-là, soit je vais prendre quelqu'un de formé, je vais le payer plus cher, soit je prends personne et je ferme 5% de mes capacités. Intéressant, hein? Oui, tout à fait. Vraiment, il faut rentrer dans cette mécanique, dans cette microéconomie de la formation. Et c'est pour ça que... Mais c'est une microéconomie à combien? À 50, 60 milliards d'euros par an? Parce que c'est une microéconomie qui est sacrément macro, quoi. En plus, ça, voilà, c'est des dizaines de milliards à chaque fois, quoi. Il faudrait 3 fois plus. Mais il faudrait 3 fois plus. Au Danemark, c'est 4 ou 5 points de PIB. Au Danemark, la formation professionnelle est constitutionnalisée. C'est l'article 8 ou 9 de leur constitution, droit à la formation tout au long de la vie. Mais eux, ils ont... la Suède, c'est pareil. La Suède, ils sont à 7 ou 8% de points de PIB en dépenses de formation. Nous, et encore, on passe péniblement parce que on est, dans la moitié des dépenses de formation, tu as les allocations, hein. Donc, tu n'as pas des dépenses de formation en termes d'ingénierie et de logistique. Donc, en fait, quand tu regardes les dépenses pures et dures de formation, c'est-à-dire en termes de structure, en termes d'accompagnement, de financement des formateurs, etc., c'est peanuts, hein. On est un des derniers pays d'Europe là-dessus, malgré la très bonne réforme de 2018. Oui, on met beaucoup de... C'est pour ça que, si tu veux, au regard de ce que vient d'évoquer Erwan, la métrique avec un taux de chômage à 6%, mais non, c'est de la métrique qui part totalement d'en haut et qui, au total, ne renvoie à aucune dimension pratique. Parce qu'effectivement, je ne suis pas certain que ton chef d'entreprise dans la restauration, il va trouver beaucoup plus facilement quelqu'un parce qu'on sera passé à 40% d'abattement de la cotisation. Donc, c'est vraiment une politique qui est globale et malheureusement, en la traitant uniquement par des indicateurs, on passe à côté de l'essentiel de... Bon, mais ils vont... Alors, a priori, la réflexion, c'est de créer, comme il y a le Conseil d'orientation des retraites,
retraite, le Conseil d'orientation de l'emploi. Oui. Je disais hier à Bertrand que c'était un boulot pour lui. C'est peut-être un boulot pour toi aussi, Erwan. Derrière. Il va y avoir un haut commissaire à l'emploi qui va être créé d'une manière ou d'une autre. Il existe déjà le Conseil d'orientation pour l'emploi. Mais en réalité, il se saisit peu de ce type de sujet. Et malheureusement, il est un peu trop discret probablement sur ces sujets. Il avait abordé notamment toutes les questions de difficultés de recrutement, mais sans être véritablement prescripteur. Et donc, ce Conseil d'orientation pour l'emploi, pourquoi pas, mais pour quelle fin? Comment est-ce qu'on arrive à mettre... Ce qui est très intéressant, c'est vraiment de mettre en cohérence tous les acteurs. Et il y a notamment, ça devrait... là, c'est France Travail là, qui c'est exactement mon point. Est en train de finaliser sa création. Voilà. On est dans la préfiguration de France Travail, mais si on ne traite pas de manière globale ces questions de chômage et de formation professionnelle, on passe à côté de l'essentiel. Mais au niveau local, forcément au niveau local, comme tu le disais. Une réflexion qui soit locale, ouais. Tout à fait. Sauf à imaginer de créer toutes les conditions de la mobilité des personnes dans l'emploi. Ce qui fait que tu as des poches de chômage à 3% d'un côté et à 14% de l'autre, c'est parce que la mobilité dans l'emploi est quelque chose qui est extrêmement... pas seulement dans l'emploi, mais la mobilité géographique est quelque chose qui est aussi très compliqué à organiser. Mais là, tu tombes sur l'autre dossier. D'ailleurs, ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris, non, parce que il n'y en a pas un mot dans les vœux du président sur les 20 minutes, c'est le logement. Oui, le logement, bien entendu. Là, tu arrives sur... Tout à fait. Comment, France de propriétaire, comment est-ce que ta maison se transforme en prison à partir du moment où l'usine ferme, que ta maison vaut plus rien, que tu as 20 ans de crédit dessus et que tu peux pas partir. Ouais. Voilà, tout ça. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est là une complexité qui est majeure et que l'on ne sait pas traiter pour l'instant. Non. Bon, mais ça nous éloigne de la question. C'était super intéressant, mais ça nous éloigne de la question. Parce que la question, c'est pourquoi cette provocation? Donc je disais hier, ce bourre-pif en pleine paix, quoi. Pourquoi cette provocation alors que va démarrer la discussion sur les retraites? On disait hier, Wilfried Galland, qui était là aussi hier, disait peut-être pour Bruxelles. Peut-être pour... voilà, bon, c'était l'explication qui était donnée. En même temps, ça ne devait pas être la bonne puisque Elisabeth Borne... Il faut bien essayer de raconter une histoire, il faut bien essayer de construire un rationnel face à quelque chose qui paraît quand même sacrément irrationnel. Ouais. Et enfin, j'aimerais bien savoir qu'on puisse remonter à un moment, qu'on puisse refaire la genèse de cette histoire. Voilà, après, tu sais, entre le machiavélisme, on le disait hier aussi, entre le machiavélisme et la connerie, je choisissais souvent la connerie. Moi, c'est Alain Madelin qui m'avait dit ça le premier. Il paraît que Michel Rocard l'avait dit avant lui, mais bon, voilà. C'est entre la bêtise et le complot qu'il disait Rocard. Entre la bêtise et le complot? Oui, c'est toujours la bêtise. C'est toujours. Ça demande moins d'intelligence que non, là, j'hésite un peu pour tout vous dire, parce que pour enchaîner, à la limite, enchaînons sur la dette, et puis on parlera des retraites après la pause. Si c'est pour Bruxelles, alors... Je voyais Bruno Le Maire hier soir, je regardais Bruno Le Maire à la télé hier soir, qui était, parce que sur la réforme des retraites, on lui disait aussi, mais vous faites ça pour Bruxelles, machin, il était remonté comme une pendule, mais pas du tout, nous sommes indépendants, machin et tout. C'est le retour de la dette quand même, là, 2023, comment est-ce que tu vois le truc, oui, Denis? Le retour de la dette, c'est quand même déjà 2022, c'est surtout... Enfin, 2022, ouais, mais on l'a pas trop payé 2022, alors effectivement, il y a cette bouffée de fièvre sur les taux, sur quoi? Sur le mois de décembre, pas beaucoup plus, quoi. Oui, mais en fait, tu as deux choses. Déjà, tu as la première étape qui a été la première étape d'augmentation de la charge de la dette qui est liée à la dette indexée sur l'inflation. Bon, ça, c'est l'histoire de 2021, mais surtout de 2022. Mais tu te prends quand même pas loin de 18 milliards d'euros d'intérêt en plus, du seul fait de la dette indexée, qui représente grosso modo 10% de l'encours de la dette totale. Comme elle est indexée sur l'inflation. Tu as eu ça, c'est 18 milliards? Non, 18%, c'est 10% de la... Oui, c'est 18% d'augmentation de charges d'intérêt sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Et donc, dans ces 18 milliards, t'en as, je crois que c'est 17 qui viennent de la dette indexée. En tout cas, c'était les ordres de grandeur qu'on a. D'accord. Ce qui fait que jusqu'à présent, tout ce qui n'est pas dette indexée n'a pas véritablement participé à la remontée des taux. Pas encore. Mais c'est en train de changer. Voilà. Parce on s'était amusé à faire un petit calcul qui consistait à dire, imaginons que toute la dette qui vient à échéance jusqu'à fin 2023, tu dois la remplacer aujourd'hui avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Et d'ici 2023, vont tomber des dettes à une échéance de 30 ans, qui avaient été émises il y a 30 ans, des dettes qui avaient été émises à 10 ans. Et donc, imagine que tu t'endettes sur les mêmes maturités.
aujourd'hui. Eh bien, on avait à un moment un espoir de ce qu'on avait encore un petit délai de grâce, c'est-à-dire que de la dette ancienne avait été mise à des taux qui étaient très élevés. Oui. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que même en pondérant de la maturité, si tu devais tout remplacer par des titres de même maturité, eh bien, tu te retrouves avec un taux moyen pondéré des maturités qui se trouve supérieur à celui de la dette qui vient à échéance d'ici la fin 2023. Pas la dette des 2 dernières années, Denis. non. Ouais, on est d'accord. Mais la dette des 2 dernières années est anecdotique au regard de l'énorme Exactement. stock. Tu prends toute la dette de moyen terme Ouais, qui d'accord. va venir à échéance et tu la remplaces tout de suite aujourd'hui par des émissions que tu fais maintenant. Et ben, tu te retrouves à payer, à porter un taux d'intérêt plus élevé. Sachant que celle qui roule, alors j'ai découvert ça hier, c'est-à-dire on a un taux de maturité moyen de la dette française entre 7 et 8 ans, hein, Ouais, c'est à peu près ça, plutôt 8. Sauf que celle qui roule et qui a commencé beaucoup à rouler 2008-2009, 9 et 8, 17, Ouais. 8, voilà. 2024, 2025, on va arriver effectivement là sur des échéances de, Oui, alors de remboursement non, parce qu'on la rembourse jamais vraiment cette dette, mais en tout cas il faut la faire rouler, voilà, il faut la faire rouler, qui vont être des échéances importantes là, Je crois effectivement. que c'est 270 milliards qui doit être émis en 2023 pour Alors ce qui avait été alors le calcul de Natixis qui intègre effectivement la dette, c'est 270 milliards de nouvelles dettes, Oui. mais comme il va falloir en faire rouler une bonne vingtaine, on est sur, Natixis disait 290 milliards pour la France. Ouais. Avec donc le remboursement d'obligations arrivées à échéance. Ouais. Voilà. Les besoins de financement vont progresser de 5% en zone euro en 2023, dit Natixis, pour un montant total de 1200 milliards d'euros, sans le concours de la Banque Centrale Européenne, a priori. Exactement, puisque c'est à partir de mars qu'elle va commencer à ne plus réinvestir l'intégralité des titres qu'elle porte actuellement et qui viennent à échéance. Voilà. Et avec aussi un autre aspect qu'il ne faut quand même pas oublier. Ça fait une équation qui est un peu celle du boulanger. Bonne année. Bonne année, oui, voilà, c'est ça. Sur l'aspect de financement, en réalité, quand tu interroges notamment les gros porteurs de titres, que sont notamment les assureurs, quand tu les interroges, ils te disent en fait, c'est pas tant le niveau des taux qui est problématique que la vitesse à laquelle se fait la remontée. Et on sait tous, l'année du crack obligataire, c'était 1994, le dernier crack obligataire. En fait, quand tu regardes l'évolution des taux que tu as eu au cours de l'année 2022, elle a été plus rapide que l'évolution des taux que tu as eu au cours de l'année 94. En gros, on a fait 300 points de base en plus entre le début et la fin de l'année. Et en fait, c'est cette vitesse de déplacement qui crée des gros problèmes parce que tu as une baisse de la valeur de tes obligations qui est extrêmement forte. C'est moins 20%, on en avait déjà parlé. Tout à fait. Je me souviens. Tu as moins 20% de valeur de tes obligations en plus, et en moins, pardon, que tu dois retrancher. Alors, bien entendu, un assureur, il va porter jusqu'à l'échéance pour l'essentiel. Mais si jamais il y a une demande de liquidation de plus en plus importante de titres, enfin par les porteurs de parts, et bien à ce moment-là, il va devoir constater, cet assureur, une perte sur des liquidités qu'il porte. La grosse inquiétude, c'est d'avoir, non pas un bank run, mais d'avoir un insurance run, d'une certaine manière, avec des liquidations qui pourraient intervenir. Et ce qui fait que, de notre point de vue, en fait, la question est... C'est là où quand même, non, mais il faut dire un mot quand même, Denis, là-dessus. C'est là où la puissance de notre secteur bancaire et assurantiel est quand même une garantie. Ça nous prémunit. Voilà, ça nous prémunit Oui, d'une réelle panique obligataire oui, tout à fait. sur la dette française. Je ne pense pas qu'il faille l'exagérer. C'est simplement un risque qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ce qui s'est passé pour la Grande-Bretagne. Exactement. C'est exactement le cas des fonds de pension britanniques qui se sont retrouvés en fait face à des appels de marge où ils n'ont pas eu d'autre choix que de liquider des titres, mais qui étaient totalement décotés. Tout à fait. Donc, tu as constaté de la perte face à laquelle la Banque centrale d'Angleterre a dû intervenir. Donc, mais je ne pense pas qu'il y a un risque qui soit majeur, mais en revanche, pour moi, le thème de 2023 va vraiment être le thème de la liquidité. Parce que la liquidité, dans toutes ses dimensions, c'est quand même sacrément resserré en 2022. Quand on voit les émissions... Quand tu dis liquidité, c'est la capacité qu'on va avoir à aller chercher ces 290 milliards. Oui, la capacité de la zone euro à bien aller chercher ces 1200 milliards. Tout à fait, mais la liquidité, elle est vraiment multiforme. C'est la liquidité de marché, la liquidité sur les titres souverains, mais c'est aussi la liquidité pour l'ensemble des emprunteurs sur les marchés, mais également auprès du système bancaire. On est dans un contexte où les conditions du financement se sont resserrées, et donc on va avoir beaucoup plus de sélectivité qui va se faire désormais sur les possibilités de financement, et c'est ça qui fera que tu as une année qui soit une année de récession soft ou d'une récession qui soit un petit peu plus... Et ça, je te donne la parole, Erwan, évidemment, juste dernière question, et ça, pour la France, c'est quand même en partie lié aux décisions que le gouvernement va prendre, aux signaux qu'il va envoyer d'une forme de rigueur dans la tenue des comptes.
Oui, tout à fait. Ça va tenir. Ça va être un élément qui sera déterminant. Erwan. Tu parlais de l'absence de logement dans le discours du président de la République. Ouais. Il y a eu complètement une absence aussi de la gestion des comptes publics. Moi, je suis assez effaré de tout ce que vient de dire Denis avec brio comme d'habitude, mais c'est effarant de voir qu'on n'a aucune réflexion là-dessus. Au contraire, on continue d'avancer des chèques. Là, tu t'absentes une semaine, tu coupes la clé pour une semaine, tu te rends compte qu'il y a 2 ou 3 nouveaux chèques. C'est ton confrère François Langlais qui fait une chronique dessus, je crois, sur tout ce qu'il a le droit. Il prend la chronique d'un mec qui se lève le matin et moi, en fait, toute sa journée est jonchée de chèques. C'est vrai. J'ai pas vu ça. Ouais. Tout du covoiturage au bois, au granulé, au machin, à l'essence. Je dois dire le chèque bois là qui est tombé là avant la fin de l'année. Ouais. Et donc ça, en fait, le gouvernement est tiraillé entre effectivement des signaux à envoyer, notamment à ces personnes qui veulent bien lui donner de l'argent, à des taux plus ou moins intéressants, et surtout à l'opinion publique qui du coup est en demande de plus en plus importante d'avoir justement une intervention étatique et de boucliers multiples. On revient justement sur ce deuxième pan. Le premier pan peut-être qui va être, la chance qu'on a peut-être aussi, c'est qu'en 2023 l'Allemagne va réappeler pas mal d'obligations, donc du coup il va y avoir un appel d'air sur l'euro. Oui. On se dit l'Allemagne justement de toute façon a besoin de liquidité, donc du coup potentiellement notre taux d'intérêt en corrélation de l'Allemagne, il pourrait en tout cas jouir de cette situation-là. Sur le côté justement financement, on va dire de la sphère réelle, en tout cas la protection de la sphère réelle, là-dessus c'est beaucoup plus complexe. C'est un débat qu'on a eu 1000 fois ici, c'est que vu qu'on ne peut plus vivre, la plupart des gens ne peuvent plus vivre décemment aujourd'hui de leur travail parce que leurs revenus sont complètement comprimés. Je rappelle, le revenu médian ces 15 dernières années a progressé 2 fois moins vite que le revenu du D1 et le revenu du D9, donc en gros des 10% les plus riches. Les 10% les plus pauvres. Donc moins vite, Erwan, on a tout le temps. Donc la classe moyenne, le temps c'est de l'argent. Non, pas, on est tranquille. La classe moyenne, justement, s'est largement appauvrie. Elle n'a plus la capacité, justement, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir épargner. Sa proportion marginale à épargner, je crois qu'elle est à 9%, quelque chose comme ça. Donc tu peux plus aujourd'hui avoir, justement, un bas de laine pour te permettre de faire face à des hausses inflationnistes, etc. Donc du coup, tu as une demande de plus en plus forte de la part de l'État. Et l'État est tiraillé justement entre ces Bien sûr. craintes-là, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, là, ça ne s'arrêtera pas en 2023. Et au contraire, je pense que cette demande pour avoir de plus en plus de la part des ménages va encore plus s'accentuer. Et je ne vois pas comment est-ce qu'à 115% de dette, tu peux aujourd'hui, sauf à faire quelques économies marginales sur l'assurance chômage ou sur les retraites. C'est Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, c'est Jean-Luc, c'est ça. Jean-Luc Tavernier qui, on vous l'avait montré d'ailleurs, juste avant les vacances, on va peut-être revoir l'image. Donc avant les vacances, il y avait eu une réunion du Conseil national de la refondation. Et donc Jean-Luc Tavernier avait fait un petit speech sur la dépense publique. Et il avait, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir l'image, de toute façon on vous la montrera, il avait montré notamment la croissance de la dépense publique qui est aujourd'hui exclusivement le fait des dépenses de transfert. Exclusivement. Voilà, vous la voyez là. Donc c'est la courbe grise qui monte. Ça n'est plus de l'investissement, ça n'est plus de l'argent. Non, c'est exclusivement de la demande des dépenses de prestations et des dépenses de transfert. Alors, ce qui devrait alerter, ce qui devrait être revu de tous les médias, c'est le fait que la courbe orange et la courbe rouge, donc Tiens, remettez-la. Respectivement, la courbe de la charge de la dette et la courbe des investissements sont quasiment identiques. Elles se rejoignent. Et ça, en fait, ça explique quelque part aussi la préférence pour le court terme qui est quand même symptomatique de notre État depuis les années 90 et qui fait qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus en capacité de créer justement de la richesse nouvelle. C'est pour ça aussi qu'on a des gains de productivité qui sont extrêmement faibles. C'est pour ça qu'on a une classe moyenne qui a un revenu qui stagne. C'est pour ça, du coup, qu'on se retrouve aujourd'hui à faire des politiques de chèques plutôt que de pouvoir dire aux gens, on a possibilité justement que chacun peut potentiellement se débrouiller soi-même. Et tant qu'on n'aura pas justement mis ça sur le devant de la scène médiatique, en tout cas, et donc du coup politique, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrivera pas à solutionner, c'est certain. Tiens, et autre image à montrer, qui viendrait que c'est code pour le coup, avant la pause. L'image parallèle, c'est notre perte de compétitivité au sein de la zone euro. Ouais. C'est alors donc voilà, mon confrère Raphaël Legendre de l'Opinion, mais il a raison. C'est vraiment la courbe
qui devrait nous empêcher de dormir. Parce que là, c'est pas la Chine, c'est pas... Non, c'est au sein de la zone euro. D'autant que si on était... à un moment, on était accompagné dans cette descente. C'était l'Italie qui connaissait un mouvement exactement similaire à celui que l'on a en France. Mais depuis 2010, en fait, quand on fait la même courbe pour l'Italie, on se rend compte qu'il y a eu un arrêt de cette dégradation. Et même l'Italie est en train de regagner un peu de part de marché avec un tissu industriel qui a retrouvé des marges de compétitivité que nous, on n'a pas encore réussi à se redonner. Bien, on va marquer une pause et puis on va reparler des retraites dans un instant. Donc on repart sur le même sujet. Ça va nous amener à la limite, ça va nous amener à l'industrie, là, ta courbe qu'on peut peut-être remettre d'ailleurs si vous pouvez de notre perte de compétitivité. Il y a donc ce qui se joue en ce moment, alors on en a évidemment beaucoup parlé avant les vacances, on va en reparler, c'est donc Alexandre Sobo, alors patron d'Olot, ça oui, les nacelles élévatrices, mais c'est France Industrie, je crois, le truc de Sobo. Il a été un moment candidat à la tête du MEDEF, peut-être qu'il le sera d'ailleurs à nouveau, candidat à la tête du MEDEF. Il a été à un moment à la tête de l'UIMM. Bref, et donc il parle d'une triple peine industrielle. Donc c'est ce matin dans l'opinion. Donc il y a le système de subvention américain. Voilà. Il le dit d'ailleurs de manière assez rigolote. Il dit ils sont quand même très très malins de faire passer sur le dos de l'inflation, alors que ça n'a rien à voir, un pur système de subvention et de modernisation de leur industrie. Quoi. Vraiment, alors ça c'est le charme formidable des Américains. Il y a effectivement les prix du gaz, même si là ils sont en train de se calmer chez nous, même si... Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert pendant les vacances. En fait, les responsables politiques américains, c'est le prix du libéralisme, sont assez furieux de la façon dont les producteurs de gaz américains traitent leurs propres industriels. Parce que quand vous avez l'Europe qui vous achète tout ce qui passe 4 fois plus cher que l'Amérique, le gaz, il part en Europe. Voilà, ils en ont rien à foutre, les gars. Alors là, pour le coup, souveraineté, patriotisme, etc., rien du tout. Mais enfin, t'es quand même sur un différentiel. Et puis, cette taxe carbone aux frontières, alors ça, c'est le truc. Tu te dis, c'est quand même, a priori, ça devait être bien, quoi, la taxe carbone aux frontières, et en fait, c'est une catastrophe. Donc, Sobo l'explique, on l'a déjà beaucoup expliqué, à partir du moment où ce ne sont pas les produits finis qui seront taxés aux frontières, mais les barres d'acier, enfin un certain nombre des produits qui servent à construire, qu'est-ce qui se passe? On va moins construire en Europe parce qu'on va moins importer de matières premières ou on va dire de produits semi-finis et on va faire assembler l'ensemble de nos produits en dehors de l'Europe, premier point. Et deuxième point, en parallèle, pour ne pas affronter l'OMC, on pourra en dire un mot d'ailleurs de l'OMC, pour ne pas affronter l'Organisation mondiale du commerce, on va arrêter les quotas gratuits dont bénéficient aujourd'hui les industriels européens. Donc c'est pour ça qu'en plus Sobo dit, mais là-dessus, on va renchérir notre production. Enfin, il dit, c'est ni fait ni à faire cette histoire. Ouais. Et je trouve ça assez effrayant, parce qu'au départ, la taxe carbone, tu te dis, c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il dit, donc, nous, on choisit de taxer le carbone plutôt que de subventionner le décarboné, ce qui est le choix des Américains. Intellectuellement, c'est très séduisant, sauf qu'en pratique, ça ne marche absolument pas. Quoi, voilà. Et donc on est dans cette situation-là. C'est marrant parce que tu vois, ça, pour faire le pont avec ce que l'on disait tout à l'heure sur les indicateurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours le réflexe du réverbère, c'est-à-dire que tu cherches tes clés sous le réverbère parce que c'est là où tu peux voir où les chercher. Mais en fait, la taxe carbone aux frontières, telle qu'elle se design, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu sais à peu près mesurer le contenu carbone d'une barre d'acier, du ciment que tu vas importer, et ça, tu peux donc dans ce cas en faire une métrique et dire quelle taxe tu vas pouvoir appliquer. En revanche, va essayer de comptabiliser le carbone que tu vas avoir dans un semi-conducteur. C'est quand même autrement complexe. Et donc, plutôt que de déployer des trésors d'intelligence, et qui seraient d'ailleurs aussi extrêmement coûteux en termes d'énergie... Enfin, dans une automobile, tu pourrais quand même... Attends... bon, visiblement, ils disent non, mais... Les composants... J'en sais rien. Dans la manière dont sont désormais... Les boîtes le font, hein. Oui, mais dans la manière je vais aller regarder, il faut aller regarder le bilan annuel de Stellantis. À mon avis, tu as la décomposition totale du bilan carbone d'une 3008, hein. Je pense. Je sais pas. On va aller regarder. C'est intéressant. Mais je pense que c'est vraiment cette dimension-là qui prime. C'est-à-dire, regardons ce que l'on est capable de mesurer, commençons par ça, et puis ensuite on fera d'autres étapes. Mais oui, bien entendu, une barre d'acier, tu vas pas la consommer. Ben oui, mais sauf que c'est une connerie, parce que à l'arrivée, l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est vraiment exactement. Ça. C'est exactement ça. Mais parce que tu ne t'es pas doté des moyens de chercher au bon endroit.
Bon, il faudra... Attends, parce que l'histoire du réverbère, nous, on la connaît. Mais c'est qui d'ailleurs? C'est Keynes? Oui, c'était Keynes. C'est Keynes. Donc un gars cherche ses clés. Je peux vous aider, j'ai perdu mes clés, et donc c'est sous un réverbère, mais c'est là que vous avez perdu. Je ne sais pas, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Hein. C'est ça l'histoire que raconte Keynes. Et Keynes dit, parfois il faut aller chercher les clés là où il n'y a pas de lumière. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs souvent là qu'elles sont. Erwan, c'est cette histoire de taxe carbone, cette histoire de triple peine pour l'industrie européenne. Enfin, moi, je disais avant les vacances qu'on était sur un sujet existentiel. Bien sûr. En ce qui nous concerne, je pense. Particulièrement l'Allemagne. T'as le côté énergétique, effectivement. Moi, j'entends des entrepreneurs qui disent, ou des chefs d'entreprise qui disent, ça continue comme ça, on va se délocaliser aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère. Le coût de la délocalisation, pour l'instant, il reste supérieur aux gains que tu pourrais avoir d'un point de vue énergétique. Ouais. C'est pour ça que l'Europe a peut-être aussi intérêt à annoncer un plan sur les 10 prochaines années en disant, vous inquiétez pas, les réacteurs arrivent, ou en tout cas la source de production arrive, parce que auquel cas, si jamais tu n'as pas cet investissement-là qui est fait plus tard, l'investissement lié à la délocalisation deviendra moindre que la facture énergétique sur ces 20 prochaines années. Donc ça, déjà, tu as un peu de stabilité à apporter à tes entreprises. Pour l'instant, on ne voit rien là-dessus, mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, vu qu'on voit l'image du nucléaire en Europe, même si ça tend à changer. Ensuite, sur le côté taxe carbone aux frontières, moi, je serais un peu moins sévère que toi, parce que ça fait très longtemps qu'on attendait l'Europe, en tout cas sur ce sujet-là. Exactement. On peut pas pour une fois, on peut se satisfaire quand même que l'Europe arrive à bouger ensemble dans un projet. Alors le projet est loin d'être parfait, on est d'accord. Mais par contre, si jamais l'Europe ne se met pas justement à bouger, je rentre pas dans le fond du problème. Effectivement, dans le fond, il y a quelques problèmes d'un point de vue de comptabilité. Quoique tu as quelques entreprises, tu en as une en France qui s'appelle Greenly, je crois, qui arrive à te décomposer toute l'activité. Oui, Greenly, bien sûr. Voilà, mais si jamais l'Europe le fait pas, l'Europe qui s'est quand même dit que dans 20 ans, on serait le premier continent zéro carbone, neutre en carbone, etc. Si jamais l'Europe n'envoie pas des signaux, justement, et ça peut aussi faire, on va dire, une vision davantage comparative, de dire, nous, en Europe, effectivement, on est peut-être plus vertueux que les autres. Peut-être que... Mais mon pote, tu vas être neutre en carbone parce que tu n'auras plus d'industrie. Hein. Mais je sais bien, mais si nous, on le fait pas... tu seras tranquille. Tu as quand même un autre impératif qui est l'impératif environnemental. Alors, je suis d'accord que l'impératif économique, à court terme, il prime sur l'impératif environnemental, mais à long terme, c'est l'impératif environnemental qui prime. Si jamais tu n'envoies pas des signaux et tu ne commences pas dès aujourd'hui à modifier, justement, ta matrice de fiscalité, parce qu'on sait que c'est la meilleure façon, en tout cas, les travaux de Romer et Nordhaus montrent que c'est la meilleure façon, justement, d'infléchir une politique industrielle. Si jamais tu fais pas ça, qui d'autre va le faire? C'est pas la Chine, c'est pas le Japon, c'est pas l'Afrique, c'est pas les États-Unis. Donc moi je vois ça plutôt comme un effet de signal plus politique qu'autre chose, en disant c'est qui le socialisme dans un seul pays? C'est Staline, c'est ça hein le problème, c'est si tu... Évidemment, tu as raison, Erwan. Non, mais si t'as pas d'effet de si tu es en face des Américains qui te font un bras d'honneur, des Chinois qui te font un bras d'honneur, et, disons-le d'un mot, parce qu'une OMC qui alors est à l'arrêt total, il n'y a plus de juges pour les discussions sur l'agriculture, il n'y a plus de juges pour les discussions sur la pêche, et il n'y a plus de juges pour les cours d'appel. Donc, il n'y a plus d'OMC, en fait. Il n'y a plus d'Organisation mondiale du commerce. Mais fais-leur un bras d'honneur à ce moment-là. Mets ta taxe carbone aux frontières, mais n'arrête pas la politique de quotas gratuits pour les industriels européens. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça que je dis que sur le fond, tout n'était pas parfait. Moi, je te parle de la forme. Moi, je me satisfais d'avoir une forme satisfaisante avec un fond à parfaire, si tu veux. Parce que l'Europe, pour une fois, a montré son efficacité là-dessus. On montre que le problème, on le prend à bras-le-corps. Et peut-être qu'on est en train d'enclencher une politique. Si l'Europe ne l'avait pas fait, personne ne serait-ce qu'enclencher un mouvement, justement, qui est absolument nécessaire d'un point de vue mondial. Donc, il y a un petit pas qui est fait. Le petit pas n'est pas parfait, mais en tout cas, il est peut-être un peu hésitant, mais au moins, il est franc. Donc, je pense que là-dessus, c'est peut-être le premier pas. Et après, tu sais très bien qu'on ne sait pas comment ça se passe. Regarde BlackRock qui, en l'espace de quelques années, a dit nous, de tout coup, on va faire que du vert dans nos investissements. Ah non, mais c'est fini, ça, mon vieux. T'as loupé un épisode, là. J'ai dit il y a quelques années. Ah oui. Donc, du coup, parce que là, c'est tout le contraire, on est d'accord. Hein. Et BlackRock, et Vanguard. Parce que la rentabilité a primé derrière. Mais tu as eu un mouvement qui s'infléchit. C'est la politique des petits pas. Si jamais il n'y a pas de petits pas, personne ne fait le petit pas, tu n'as pas de politique environnementale qui est digne de ce nom. Et là, tu as peut-être une première pierre. Je suis peut-être beaucoup trop naïf là-dessus, je suis d'accord. Non, t'es pas naïf, t'as raison. Moi, je te dis, Denis va nous donner son sentiment. Tu vas être encore le cocu de l'histoire. Peut-être, mais... Mais avant même, de toute façon, les questions de taxe carbone aux frontières, me semble-t-il que le premier déterminant
des choix d'investissement, des choix locaux d'investissement, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire la disponibilité de l'énergie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu as des messages qui sont passés en permanence pour dire que l'hiver qui va être compliqué, c'est l'hiver qui vient et pas l'hiver que l'on traverse, eh bien forcément, tu envoies un message qui est délétère, qui consiste à dire, mais attendez, je suis même pas capable de vous assurer la disponibilité de la première des ressources dont vous avez besoin pour produire, qui est l'énergie. Et donc, j'ai à faire des arbitrages. Mais tu es obligé de l'envoyer, ce message, tu es d'accord Oui, il faut prévenir les gens quand même, enfin, c'est bien. Mais dans ce cas, tu dois dire en même temps comment tu résous le problème. Il faut la solution derrière. Il faut la solution derrière. Tu l'as pas, la solution, puisque EDF... Oui, non, mais enfin... vous avez su, tiens d'ailleurs, parce que c'est un truc assez dingue quand même. Hein. On est passé tout près d'un nouveau retard sur l'EPR. En gros, les associations environnementales ont saisi je crois que c'est le Conseil d'État ou le tribunal administratif, peu importe, pour essayer de demander de nouvelles études d'impact sur l'EPR de Flamanville, parce que les soudures avaient été refaites. Tu te dis, les mecs se foutent de nous quand même. Finalement, oui, ok, il n'y aura pas besoin de nouvelles études d'impact, mais à un moment, à EDF, ils ont tremblé, quoi. Tu vois, c'était 1 an de plus de report. Mais enfin, c'est l'été, donc été 2024 au mieux, la contribution de l'EPR. Mais tu vois, sur le président de la République avait annoncé au mois de février, je ne sais plus combien j'ai perdu le compte de nouveaux réacteurs, petits, etc. C'était 14. Ils sont où? Non, mais il n'y a même pas de loi, mon pote. Non, mais je veux dire, non. Il y en a une. Il y a une loi. Non, mais c'est pas cette loi-là. Non, mais malheureusement, elle ferme. Non, mais même. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il ne faut pas 6 mois pour. Enfin, c'est pendant 6 mois que tu fais émerger. Je veux dire, ils vont être produits où? On les met où sur la carte de France? Alors. Non, mais parce que. Non, mais j'ai une réponse. Je peux te dire. Ça, tu vas avoir des nous parce que du coup. Non, mais je peux te dire un truc. 2 ans pour les ZAD qu'il va y avoir, plus 2 ans pour le référendum et tout. Donc parce que j'ai eu la même émotion que toi. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait, les sites, ils sont d'ores et déjà identifiés. Il faut le dire, Et ils sont identifiés sur des zones qui sont déjà pré-nucléarisées. Il y a notamment, on l'a beaucoup dit, Panly, je crois. Enfin voilà, des zones où il aurait dû déjà y avoir. Tout est prêt. En fait, la question du design, du lancement des travaux, etc., EDF n'est pas prêt. Enfin, toute la question, c'est de savoir, est-ce que tu refais un EPR ? Ou est-ce que tu fais ce fameux EPR2, nouvelle génération? Parce que l'autre, visiblement, il est quand même très compliqué à construire, très lourd, etc. Et tout, voilà. Et donc, tu n'es pas non plus au bout de l'ensemble des travaux préparatoires dont tu as besoin et qui sont faits aujourd'hui par EDF. Donc, si tu veux, ce n'est pas très grave si la loi prend du retard, dans la mesure où, de toute façon, elle n'aurait pas eu d'effet immédiat sur le lancement des travaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est plus problématique, c'est beaucoup plus générateur de désindustrialisation en Europe que peut l'être une taxe carbone mal faite. Parce que du coup, tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de... Ouais. Parce que ce que je viens de te dire là, les gens ne le savent pas forcément et se posent des questions. Non, mais attention, parce qu'ils regardent tous Bismarck, la loi... J'allais dire, ça améliorerait nos comptes, je ne suis même pas sûr en fait. La loi qui va être votée là, la loi énergie renouvelable, c'est pas dans celle-là qu'il y aura les 6 réacteurs. Non. Il va y avoir une loi nucléaire après. Et entre les deux, il y a les retraites à faire passer et le projet de loi immigration à faire passer. Voilà. Ça va être dur. Sur l'énergie, un point que l'on oublie un peu trop souvent, c'est que jusqu'à présent, quand on regardait les crises de l'énergie, c'était des crises qui étaient très immédiates. C'était des crises qui venaient du pétrole et très rapidement, ça se transmettait dans les prix. Or, la spécificité de cette crise de l'énergie, c'est qu'elle porte sur des produits qui font l'objet de contrats. Et vous avez une étude qui était très intéressante, qui a été sortie par l'INSEE à la fin de l'année dernière dans sa note de conjoncture, qui montrait qu'en gros, le choc de l'énergie, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. Du fait de la nature des contrats, et en fait, tu as plus de la moitié des entreprises industrielles, en tout cas, qui génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie, qui vont subir, courant 2023, un changement dans les contrats. Donc, en fait, c'est beaucoup plus devant nous que cela ne s'est d'ores et déjà produit. Sauf que c'est en train de bien retomber. Que l'hiver ultra doux que l'on traverse... est en train de nous sauver, quoi. Voilà. Mais est en train de nous sauver. Les contrats, ils se négocient pas sur la base du prix spot d'aujourd'hui. Non. Ils se négocient sur la base du prix spot que tu as observé pendant une période. Oui, mais ça te donne une marge de négociation. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller voir ton fournisseur d'énergie quand tu es à 80 € le mégawattheure que quand tu es à 250 € le mégawattheure. Ce qui fait dire d'ailleurs à Sobo, dans l'interview dans l'Opinion ce matin, que le plafond mis par l'Union européenne à 180 € le mégawattheure est un truc totalement inopérant, quoi. Voilà. Il est déjà caduc. On n'y est plus, voilà, on est déjà caduc. Mais c'est un chiffre que je voulais te soumettre, Denis. Donc, étude publiée par l'INSEE à la mi-décembre, c'est peut-être celle-là. Oui, c'est celle-ci, oui. Seuls 8% des entreprises industrielles envisageaient de réduire leur production à cause de l'énergie. Ouais. Un tiers
pensent qu'ils vont pouvoir encaisser les hausses sur leurs marges, et 2 tiers pensent qu'ils vont pouvoir répercuter les coûts dans les prix. Oui, ça c'est vrai que... Donc en fait, on n'est pas là-dessus. La compétitivité par rapport aux Américains, c'est un sujet. Mais sinon, en termes d'arrêt, enfin là, on nous parle tous de William Sorin, etc. et tout. Visiblement, les industriels qui bossent bien sont capables de prendre le choc. L'équivalent européen, si on revient sur le graphique que l'on regardait tout à l'heure sur la part de marché de la France par rapport à l'ensemble des pays de la zone euro, en fait, on est tous soumis à peu près à la même problématique, dans des amplitudes qui ne sont pas si différentes que ça. Or, ce que l'on voit, par exemple, dans le cas de la chimie, est un cas qui est très intéressant. La production industrielle de la chimie a baissé de 25% en Allemagne. Pour l'instant, elle a baissé que de 5% en France. Alors, il y a probablement des mix de produits qui sont... c'est parce on ne produit pas exactement la même chose, il n'y a pas la même sensibilité au gaz. Non. Mais jusqu'à présent, s'il y a eu des ajustements qui se sont faits, ils ne se sont pas forcément faits sur le territoire en France. Mais c'est aussi parce qu'on a devant nous, probablement, le choc est plus devant nous qu'il ne s'est d'ores et déjà produit avec ces renégociations qui se font actuellement sur les contrats. Donc, on n'est pas... c'est vrai qu'on n'est pas encore sorti... Non, on n'est pas sorti... On n'a pas le cul sorti des ronces. C'est ça l'expression exacte, Denis. Donc je sens bien là que voilà, tu représentes un institut, des sommités économiques, donc tu essayes d'atténuer un peu le propos, mais non, on n'a pas le cul sorti des ronces. Oui, et surtout que ça nous ramène, parce que tout se tient, tu n'as plus non plus les moyens de lâcher la machine à subvention. Bruno Le Maire disait hier soir, répétait, moi j'ai 10 milliards pour le bouclier énergétique pour les entreprises en 2023, et il n'y aura pas un euro de plus. Quoi. Voilà. Peut-être pour revenir sur ton point sur les marges de production qu'il peut y avoir dans les entreprises, on avait fait une enquête avec BPI France auprès des PME. Je me souviens de ça. De mémoire, c'est moins de 10% des patrons de PME qui déclarent pouvoir réduire leur consommation d'électricité ou de gaz sans toucher à leur niveau de production. Donc les marges de manœuvre que tu as en termes d'économie d'énergie sont extrêmement minces. D'accord, mais ça ne dit pas leur capacité à les répercuter sur les prix. Oui, tout à fait. Voilà. Ça ne dit rien. Non, c'était vraiment la mesure très, très physique. Les marges de manœuvre en termes de capacité de produire sont quand même très faibles. Et donc, tu dois encaisser le choc. Et bien, évidemment, après... ça nous rappelle une chose, c'est que quand tu as de l'inflation, l'inflation, c'est toujours un conflit de répartition. C'est un conflit de répartition entre des pays qui sont price takers et d'autres qui sont price makers. C'est la même chose entre les entreprises, entre celles qui sont en capacité de répercuter les prix et celles qui sont en capacité uniquement de prendre ces prix. Tout à fait. Bon, les retraites. Donc, ce matin, Elisabeth Borne, que Erwan Tison a écouté, a dit 65 ans, c'est pas un totem. Elle a dit ça, Elisabeth Borne. Elle a dit il y a d'autres solutions. Alors, moi, je comprends plus rien. Ben moi non plus. Ah, on est d'accord. J'ai l'impression qu'ils ont un petit problème de pilotage avec les chiffres. Non, je crois qu'Elisabeth Borne, enfin c'est ce qu'on... Alors, j'y connais rien, mais l'histoire de cette femme est une histoire très liée aux négociations. Elle sait ce que c'est que des syndicats, elle sait ce que c'est que la négociation. Elle a été dans les cabinets du ministère du Travail à gauche. Elle a une fibre sociale importante. Et je ne sais pas si elle n'est pas un peu à essayer de challenger le président sur l'idée 64-65 ans et il faut y aller. Et, politiquement, le président Macron avait dit, je crois, si mes souvenirs sont bons entre les deux tours, que ce serait plutôt 64 ans, ou alors c'est l'inverse, il avait dit d'avoir 64 puis après 65 ans pour allier, je sais. Mais il a dit campagne du premier tour 65. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, entre les deux tours, faut voir. Et après, alors qu'on pensait, souviens-toi, après son élection, on se dit c'est fini la réforme des retraites, il ne la fera pas. Et puis, arrêter ce bruit défaitiste, etc. et tout, non seulement je vais la faire, mais en plus ce sera 65 ans, tout le monde dehors, fermez tous les rangs et on y va. Parce que si donc, 65 ans, c'est pas un totem et que du coup 64 le devient, 64, il n'y a pas besoin de réforme. T'as la réforme Touraine qui normalement va être amenée. Non, mais non, on revient sur ça, c'est le débat. Pour le coup, j'ai changé de camp, moi, à vous discuter avec vous pendant toute l'année. Non, l'âge légal est un marqueur.
Oui, non, mais bien sûr. Pour, je te parle dans les faits. Moi. Et pas pour les retraites, on est bien d'accord, mais pour le travailler plus et pour apporter 30 milliards d'euros supplémentaires. Dans les faits économiques, pas dans le marqueur politique. On est d'accord. d'accord. Économique, Mais non, dans les faits économiques aussi. Dans les faits économiques, 64 ans, c'est un marqueur pour l'ensemble des entreprises. 64 ans, c'est un marqueur pour l'ensemble des directions de ressources humaines. 64 ans, ça t'augmente la quantité de travail. L'âge légal t'augmente la quantité de travail de manière beaucoup plus radicale que l'augmentation de la durée de cotisation. Mais le corps te dit que 64 ans, pour l'instant, à réforme équivalente... Oui, mais c'est pas mon sujet, le corps. Moi, mon sujet, c'est qu'on travaille plus. Mais non, c'est qu'on travaille plus pour payer plus d'impôts, c'est qu'on travaille plus pour payer plus de cotisations sociales, c'est qu'on travaille plus pour l'ensemble du système. D'accord, mais là, c'est autre chose. Et par contre, on n'en prend pas du tout le chemin, parce que travailler plus... il y a quand même un chiffre aujourd'hui. Nous, depuis 2019, on a vu que la productivité du travail a diminué de 3%. Ce qui là aussi devrait être un sujet absolument... Tu m'avais dit ça. Mais si tu travailles plus, si tu travailles 2% plus longtemps sur ta vie professionnelle, mais que tu produis 3% en moins, au final, tu as perdu en production. Donc, tant que tu n'auras pas travaillé mieux, cherché tout simplement à retrouver des gains de productivité, ça sert strictement à rien, en plus de continuer à déplacer l'âge de la retraite. Donc, plutôt que d'abord de se dire, on va travailler plus, qui en plus, pour moi, est un non-sens pour le coup dans l'histoire économique, parce que l'histoire économique, je ne vais pas faire mon marxiste, mais elle tend justement à la diminution du temps de travail par l'augmentation des gains de productivité. Et donc du coup, de repartir à 65 ans, encore une fois, c'est libéral qui te parle, moi je trouve que ce serait peut-être une régression sociale qui en plus ne va pas dans le sens de normalement d'une société qui fonctionne bien. On devrait plutôt se poser la question d'aller vers moins. Mais si jamais c'est travailler plus avec une productivité du travail moindre, ça ne sert strictement à rien. Donc si jamais tu résous pas le problème, si tu te lances dans une course, que tu dis je vais peut-être augmenter de 5 km la durée de ma course pour pouvoir justement avoir une chance de mieux performer, mais que tu as une roue qui est crevée, t'as beau augmenter autant que tu veux. Ouais, tu vas quand même avancer d'1 ou 2 kilomètres, même si tu fais pas les 5 avec ta roue crevée. On est d'accord, mais avec ta roue crevée, tu vas quand même avancer un peu. Faire ce totem-là, etc., c'est ridicule. Si on veut sauver... En plus, moi, ce qui m'a profondément énervé, c'est d'entendre certains membres du gouvernement dire, là encore, le 31 décembre à 22h, nous, ce qu'on cherche, c'est à sauver le système par répartition. Alors que c'est le système par répartition qui est en train de nous le mettre dedans. Si on a 30% de baisse des pensions, en tout cas pour ma génération, on va avoir 30% de baisse des pensions relatives par rapport justement à la génération aujourd'hui, c'est parce que justement dans un système par répartition. Donc, soit on veut sauver le système par répartition parce qu'on veut en faire un totem politique. Dans ces cas-là, il faut décaler l'âge de départ en retraite, effectivement, mais il n'y a que ça à faire et ce sera inefficace. Soit on veut sauver les retraités et les pensions à venir, et dans ces cas-là, il faut un pilier capi. On a déjà eu la discussion 1000 fois. Alors je vous renvoie, formidable émission, la dernière intervention d'Erwan, c'était avec Nicolas Marquez de l'Institut Molinari, qui est très calé sur les questions de retraite par répartition. Et vraiment, on va au bout du sujet. On a les vrais chiffres que j'ai évidemment oubliés depuis, mais les choses sont vraiment très intéressantes. Vous retrouvez ça, c'était juste avant les vacances, et vous retrouvez ça sur notre site internet. C'est pas un totem pour toi, Denis, 64, 65 ans? J'ai été convaincu, moi, au bout alors que j'étais d'accord avec toi, Erwan, mais en fait, le sujet, et alors je ne vais pas le répéter parce que je le dis à peu près à chaque fois, je ne comprends pas que le gouvernement ne dise pas plus que travailler plus, c'est pas seulement solidifier les retraites. Travailler plus, c'est plus d'argent pour l'hôpital, c'est plus d'argent pour l'école, c'est plus de recettes d'une manière générale pour l'ensemble de notre système, bon Dieu. Exactement, c'est toute la discussion du double dividende que l'on doit mettre en place. C'est ce double dividende qui fait que tu gagnes plus parce que tu travailles plus longtemps, mais surtout tu redistribues plus, tu crées des conditions d'une croissance un petit peu plus importante. Et ce message-là, malheureusement, ne le construit pas assez. On présente uniquement sous l'aspect, on va dire, très victimaire de la personne qui, d'un seul coup, voit son horizon s'allonger de quelques mois, alors qu'elle était à 1 an du départ de la retraite. Donc oui, évidemment, c'est ce type de figure-là que l'on va mettre en avant. Mais en oubliant de dire que parce que tout le monde travaille un peu plus, eh bien, tu crées les conditions de redistribuer aussi un petit peu plus dans l'ensemble du paysage. Mais ça renvoie de toute façon, là encore, à la question que l'on a adressée dans un premier temps, qui est comment tu crées les conditions de l'insertion durable dans l'emploi des personnes. Et donc, comment tu fais en sorte que la formation tout au long de la vie, ce soit une réalité, que tu aies l'adaptation des compétences en permanence. Oui, mais ça se fait. On le voit depuis réforme Fillon, en fait. Tu vois que réforme après réforme, en fait, et c'est pour ça que l'âge légal est important, les directions des ressources humaines sont bien obligées de suivre le mouvement. Et donc le décalage aujourd'hui et le vrai bug aujourd'hui dans notre quantité de travail, c'est plus 55-65 ans. C'est bien 60-65 ans. Tout à fait. Et les 55-60 ans, eux, ils sont dans une aujourd'hui... On est à 60% de... Ouais, enfin, tout à fait comparable à ce qui se fait dans les autres... 1 point par an depuis 15 ans. Voilà. Sur cette catégorie. Exactement. Et donc il faut continuer ce mouvement là-dessus. Oui, alors effectivement, ceux qui sont dans la transition, c'est compliqué. Voilà.
Oui, mais je pense qu'on arrivera... Toujours compliqué. C'est penser aussi la manière d'être inséré dans l'emploi. Il y a quelque chose qui a totalement fait un flop, c'était le contrat de génération. J'ai même oublié ce que c'était. C'était l'idée. Ah oui, un jeune, un vieux, là. Ouais, un jeune, un vieux. Mais bon, c'est comme les taxes carbone, ça. Intellectuellement, c'est génial, mais en fait, c'est toujours l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. C'est toujours la même chose. Mais ça participait d'une démarche. Mais tu vois, tu organises un peu la fin de carrière en sifflet. Ouais. Et donc, tu crées aussi les conditions de l'accompagnement d'une nouvelle génération qui va venir te remplacer dans ton emploi. Bon, on disait hier que les syndicats étaient plus dans le jeu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que Borne, elle les reçoit là, pendant 2 jours, elle va recevoir les syndicats. Tu te demandes à quoi ça sert et tout. Et que la SNCF... oui, les médecins. On t'a sans doute plus parlé de la grève des contrôleurs SNCF que de l'assurance chômage quand même dans tes prégressions de... Parce que ceux qui devaient venir n'étaient pas là. Donc ceux qui étaient touchés, ils ne pouvaient pas en parler. Non, mais est-ce qu'ils sont encore dans le jeu, les syndicats? Moi, je ne pense pas. Ouais, c'est ça. Il y a là ce qu'on voit depuis les Gilets... Enfin, c'est profond, hein, mais depuis les Gilets jaunes, effectivement, cette crise de la représentativité, quand tu regardes la représentativité des syndicats, c'est une des plus faibles d'Europe. Ouais. Les corps intermédiaires s'organisent autrement, en fait. La société s'organise en dehors de ces corps intermédiaires-là. Ce qui se passe, c'est là, quand tu écoutais certains syndicalistes qui étaient extrêmement gênés de la grève des contrôleurs, ouais. Alors que pourtant, normalement, ils auraient dû être extrêmement fiers. Hein. Tu bloques le pays pendant 2 jours, personne ne le voit venir, etc. Normalement, ils auraient pu en prendre la paternité. Mais je pense qu'en fait, ils ne représentent plus rien ni personne. Je vois... Cite-moi le nouveau patron de FO. J'ai appris que ça avait changé il y a 30 ans, que c'est Yves Verrier qui n'est plus là. Et en plus, tu sais quoi, j'ai une citation de lui, j'ai pas mis son nom. Parce que, non, mais c'est intéressant, parce donc c'était dans les Échos ce matin, il dit, mais tout le monde pense qu'on est associé au truc des retraites et tout, qu'on sait tout, mais il dit, mais en vérité, on sait rien, quoi. Carrière longue, pénibilité, régime spéciaux et tout, on ne sait rien. Et la crise de représentativité a fait que du coup, ils ont été bypassés, ils ne servent plus à rien, et en tout cas, ils sont perçus comme ne servant plus à rien. D'un point de vue macro, hein. D'un point de vue micro, on voit qu'ils sont encore toujours aussi efficaces en termes de contrats qui sont signés, en termes d'accords qui sont signés. Tout à fait. Au niveau local, on en a vraiment besoin. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les travaux de Ferracci aussi sur le meilleur degré de représentativité d'un syndicat, et on voit qu'en fait, c'est soit hyper centralisé, soit hyper décentralisé. Et nous, on est dans une semi-centralisation, et on voit que ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est très efficace d'avoir un délégué du personnel à la machine à café le matin, mais cela n'est plus du tout d'avoir des personnes qui brandissent le poing gauche en disant on va faire la révolution, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un phénomène qui est très remarquable sur la période actuelle. C'est effectivement, c'est un peu ce que l'on a vu avec les Gilets jaunes, mais de voir ce mouvement sur les contrôleurs qui est totalement en dehors des appareils, c'est la même chose aussi pour les médecins. C'est plus particulier, bien entendu, mais on voit que ce sont des mouvements qui se cristallisent par eux-mêmes, qui sont presque sui generis et en dehors des appareils. Et est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine manière, un peu la même crise que celle qui a concerné les partis politiques, et en tout cas les grands partis politiques qui touchent désormais des corps institutionnels. Le problème, c'est quand tu as un gouvernement, avec qui est-ce que tu dois discuter? Voilà. Et jusqu'à présent, un corps... C'est pour ça qu'ils sont assez légitimes à dire on ne veut pas discuter, en fait, puisqu'ils ne veulent pas discuter, le gouvernement. C'est ça la posture, quand même. Hein. Ouais. On consulte, il n'y a pas de négociation. Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de négo. Ouais. Ce chiffre que je donnais hier, Erwan, là, tu parlais du délégué du personnel à la machine à café. Donc la constitution des CSE, des comités socio-économiques, a fait disparaître, chiffre de la SNCF, 70% des représentants du personnel de la SNCF. Mais en même temps... Et des frais de représentation. Oui, voilà. En même temps, tu ne peux pas payer non plus ces gars. À chaque fois, c'est des jours de délégation. Enfin, ça coûte des sous à l'entreprise. Sur le syndicalisme, tu parlais de la grève SNCF. J'avais fait un papier pour le Figaro par de Noël en disant qu'il y allait avoir... Cette grève allait potentiellement introduire une triple concurrence sur l'ouverture des lignes, sur l'ouverture de la technologie, notamment en développant le transport autonome, mais aussi sur la syndicalisation. Et en se disant peut-être qu'on a appel à de nouvelles façons justement de concurrencer un peu les centrales historiques. Peut-être que le monopole au premier tour des élections syndicale va peut-être sauter. Aujourd'hui, tu es obligé d'être attaché à une centrale pour pouvoir te présenter. Peut-être que demain, soyons fous, on va introduire enfin le chèque syndical qui fonctionne très bien dans certains pays. En fait, on te donne, plutôt que de financer les syndicats, on finance les syndiqués. Donc, on te donne un chèque, c'est à toi de le donner à n'importe qui. Il y a en France une myriade, je pourrais te retrouver les noms, de syndicats qui sont en train de se créer en dehors des entreprises, des syndicats de services, des coopératives de services. Ils sont très présents, notamment dans le milieu du portage salarial, où en fait, ils sont présents pour à la fois faire de la défense presque
presque individuel sur demande de la plupart des salariés, mais ils font aussi de la formation, de l'accompagnement, de l'insertion. Moi, je pense que ce genre de syndicalisme-là, si jamais tu leur permets d'être financés justement via un chèque syndical, que tu passes par le salarié et non plus par la centrale, tu forces les centrales déjà à changer drastiquement pour avoir la plus grande part de représentativité, donc du coup de capter un maximum de chèques, et d'autre part, tu permets à ces initiatives innovantes-là de pouvoir exister. Et j'espère, tu vois, que du coup, tu as une innovation qui va se créer grâce à cette concurrence sociale. Ah oui, c'est un mal pour un bien. Ouais. Formidable. Formidable de finir comme ça. On se retrouve demain sur Bismart.